Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Le droit de savoir, une coproduction Astrea Avocat et Vovox Media. Cette émission, services financiers et téléphone, une loi pour raccrocher au nez des abus est consacrée à l'adoption récente par le Parlement français le 6 mars 2025 de nouvelles mesures concernant le démarchage téléphonique dont l'entrée en vigueur est prévue en août 2026. Nous avions d'ailleurs déjà consacré une émission sur ce sujet fin 2021 que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site L'Assurance en Mouvement. Il s'appelle Démarchage téléphonique assurance, le champ du signe. Point d'exclamation. À l'époque, les associations de consommateurs relayaient des plaintes de leurs clients concernant des pratiques commerciales trompeuses dans la vente de produits d'assurance et plus particulièrement en assurance santé. Sous l'impulsion du CCSF qui avait obtenu un accord de la place en novembre 2019, le législateur a voté la loi du 8 avril 2021. Nous y reviendrons dans le cadre de cette émission sur la commercialisation de vente de produits d'assurance par téléphone. Néanmoins, plus récemment, les consommateurs ont de nouveau remonté des pratiques de harcèlement téléphonique au programme démarchage intempestif en vue d'obtenir des aides publiques pour la rénovation de leur logement. Ces derniers continuant néanmoins également à dénoncer, mais dans des conditions moindres, les mêmes pratiques concernant le secteur financier. Pratiques commerciales trompeuses, harcèlement téléphonique, que faire pour que cela cesse? Quelle solution pour sauvegarder ce canal de vente, ce canal constituant pour beaucoup de nos concitoyens le seul moyen de pouvoir être informés, d'obtenir de l'aide et d'accéder à ces services? Quelles sont les conséquences de cette législation à venir sur l'état du droit en vigueur dans le cadre de la commercialisation des produits d'assurance, les seuls produits qui ont fait l'objet d'une législation spécifique prévue au Code des assurances? Pour nous accompagner dans la description des conséquences de cette nouvelle législation, nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau du droit de savoir Cédric Ménager. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de votre présence. Vous êtes président de l'organisation professionnelle le GCAB, le groupement des comparateurs en assurance et en banque. Isabelle Monalafin, bonjour. Bonjour Jean-Luc, vous allez bien? Bonjour Cédric, tout va bien. Vous avez préparé ce sujet avec nous. Nous allons parler effectivement de ce démarchage téléphonique, de cette nouvelle législation que nous allons évoquer et qui s'inscrit dans un cadre, peut-être, vous allez nous dire, Isabelle, de ras-le-bol de la population concernant des pratiques de harcèlement téléphonique. Oui, avec des données très surprenantes, Jean-Luc, mais qui sont néanmoins officielles. Les associations de consommateurs, plus particulièrement UFC Que Choisir, a récemment révélé que 72%, donc c'est une majorité plus que significative, de nos concitoyens sont démarchés au moins une fois par semaine, 38% d'entre eux quotidiennement, et 97% des Français, donc c'est la totalité, se disent agacés par cette pratique, suite à un sondage également de la même association de consommateurs. Et donc c'est effectivement donc c'est un phénomène, c'est un ras-le-bol qui perdure encore aujourd'hui. Alors comment ces chiffres sont éloquents, enfin je veux dire, il n'y a pas photo comme dirait l'autre. Quelles sont vos réactions à ces chiffres et à cette réglementation, Isabelle? Effectivement, je pense que, y compris quand on est dans un secteur professionnel et qu'on fait commerce de ce canal de distribution, on ne peut pas ne pas être choqué par ce type de statistiques et se dire que si on veut la confiance d'un client, il faut impérativement traiter cette problématique de harcèlement téléphonique. Tout un chacun peut avoir dans son expérience propre ou en tout cas dans son entourage, effectivement, cet agacement, voire le stress que peut provoquer, l'anxiété que peut provoquer, notamment auprès des personnes fragiles, le fait de voir son téléphone retentir à toute heure de la journée pour finalement obtenir d'un consommateur des RIB, des codes, des achats forcés, voire même tout simplement une poursuite totalement abusive du consommateur pour acheter quelque chose. Donc Isabelle reviendra tout à l'heure, on fera un focus sur la loi du 8 avril 2021, mais avant cela, Cédric Ménager, en tant que président du GCAP, c'est quoi votre réaction à ces chiffres qui sont terrorisants d'une certaine façon? Le problème existe, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi-même, je suis dans les 38%, je pense, qui reçoivent un appel quotidiennement. En plus, ça devient de plus en plus frustrant parce que il y a beaucoup d'automates maintenant, donc on ne peut même pas décrocher en disant arrêtez. Il y a des numéros d'appel qui sont des 06, qui sont des numéros maintenant anglais, espagnols, donc vraiment ça devient insupportable. Et donc je pense que c'est une bonne chose que le législateur se préoccupe du problème. Maintenant, il faut voir comment.
On va en parler du comment. On va disséquer, vous allez disséquer tout ça. Isabelle, comment on peut expliquer la législation? Elle Ce date dérapage, du 8 avril 2021. Elle n'a pas permis d'éradiquer les pratiques de harcèlement téléphonique? Non, parce qu'au départ, ce n'était pas l'objet. Au départ, il faut se rappeler, et d'ailleurs, si nos auditeurs regardent la précédente émission, les associations de consommateurs en 2010, ça avait commencé en 2010, ne remontaient pas au pouvoir public ces pratiques de harcèlement téléphonique. Là, il s'agit de personnes qui peuvent recevoir jusqu'à 80 appels par jour. Alors, on ne parle pas que du secteur financier. Et on ne parle pas que du secteur financier. Faut bien, Historiquement, c'est vrai que ça s'est focalisé sur le secteur financier parce que les remontées concernaient la commercialisation de produits d'assurance santé et prévoyance de façon trompeuse. Et donc, la législation qui est intervenue de façon très prématurée et donc précurseur dans le secteur financier, elle a vraiment eu pour objectif de traiter cette question de façon spécifique, avec, comme vous l'avez indiqué Jean-Luc, un avis de place, un accord de place dans le cadre du comité consultatif du secteur financier, et ensuite cette législation. Je dirais que cette législation, au départ, elle n'a pas vocation à interdire le démarchage téléphonique. Dans la législation actuellement en vigueur dans le Code des assurances, le démarchage téléphonique n'est pas interdit. Il est juste réglementé. Il est régulé autour de 9 règles, alors soit très contraignantes, mais néanmoins 9 règles qui permettent de mettre en place ce qu'on a vu, et on ne va pas le redire aujourd'hui, c'est l'objet de la précédente émission, ce qu'on appelle la vente en 2 temps, c'est-à-dire la nécessité de permettre au consommateur de réfléchir, de pouvoir être rappelé pour contractualiser avec son prestataire téléphonique. Donc effectivement, on n'était pas du tout sur le même sujet. Et ce qui s'est passé aussi, Jean-Luc, c'est important de le dire, c'est que le CCSF avait été saisi d'une demande de bilan sur cette législation. Ce bilan, il a été fait, il a été publié dans le cadre d'une étude et d'une enquête qui a été diffusée et publiée en 2022, auquel ont participé tous les acteurs de la place, y compris les pouvoirs publics, et le bilan est plutôt très positif. C'est-à-dire que lorsque le bilan a été publié, même s'il était assez récent par rapport à cette législation, les associations de consommateurs, y compris à l'époque UFC Que Choisir, ont indiqué avoir connu une baisse très significative, pour ne pas dire une éradication quasi totale, de plaintes de consommateurs au regard de l'acquisition de produits d'assurance santé. Donc, le secteur de l'assurance a fait sa remédiation. Le secteur de l'assurance a réglé cette difficulté. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance, on ne dénombre plus de pratiques commerciales trompeuses nées d'une volonté, je dirais, d'inciter un consommateur en le forçant par téléphone à l'acquisition d'un produit dont il n'a pas envie. Et ça, c'est quand même un succès pour le secteur financier, il faut le dire. Les associations remontent moins de remarques, de plaintes sur la partie produits d'assurance, non ? Sur la partie produits d'assurance, il y a beaucoup moins de plaintes. Il faut être clair. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les DDPP, la DGCCRF, qui a publié récemment son rapport, remonte néanmoins énormément de signalements au sujet de pratiques de harcèlement, mais dans d'autres secteurs. Alors l'assurance reste quand même encore un secteur sur lequel il y a effectivement des réclamations, bien sûr, et on ne pourra jamais de toute façon les éradiquer à 100%, mais on va dire que le dispositif qui a été mis en place par la loi du 8 avril 2021, auquel les acteurs ont adhéré dans la majeure partie des cas, et ont fait le travail, a quand même eu des résultats très positifs, et c'est important de le signaler parce que ça peut donner des clés de lecture pour, je dirais, renforcer, si tant est qu'il se soit possible et nécessaire, la vente de produits d'assurance par téléphone ou produits bancaires. On est aujourd'hui plutôt élargi sur le secteur financier, on ne parle pas que de l'assurance. Alors, il y a le dispositif Blocktel, bien connu, qui je ne sais pas si c'est une conséquence que vous dites, Isabelle, mais en tout cas, on a une augmentation du nombre d'inscriptions à Blocktel. On est pas loin de on est à 7 millions de personnes quasiment aujourd'hui. Presque à 12 millions. Donc c'est constaté. Donc, c'est efficace, Blocktel ? En fait, le problème, c'est que non. C'est aussi le sujet. C'est-à-dire que le dispositif qui a été mis en place par la loi Negelen, pour le coup, c'est une loi, parce que c'est vrai que nos auditeurs le savent bien, on a malheureusement toujours dans le secteur financier la dépendance avec le droit. Et le droit n'est jamais simple. Et là, nous avons une coexistence entre un texte qui est issu du Code de la consommation, qui concerne donc tous les consommateurs et donc tous les secteurs d'activité. Et puis ensuite, vous avez effectivement les règles spécifiques à la vente de produits. Et là, pour le coup, ce n'est que l'assurance. La loi du 8 avril 2021 n'a réglementé que le secteur de l'assurance, pas les produits bancaires. Pas les produits bancaires, que l'assurance. Et effectivement, le dispositif Blocktel a été mis en place par la loi Negelen en 2020. Et c'est un dispositif qui, malheureusement, n'a pas fait ses preuves. À savoir que, effectivement, vous pouvez faire la démarche d'inscrire votre numéro de téléphone sur la fameuse liste d'opposition. Mais il se trouve que, y compris encore cette année, en 2025, vous pouvez le faire. Néanmoins, pour des raisons qu'on n'explique pas, beaucoup de personnes disent on est toujours démarché. Il est défaillant. Il est défaillant.
Donc c'est probablement pas ça qui a contribué à l'amélioration en fait de certaines pratiques. Pardon, Cédric Ménager, quelques remarques préalables? Oui, nous, au niveau des comparateurs, on s'est adapté. En fait, on a utilisé en partie la loi, mais on a bien compris que en fait, ce harcèlement téléphonique, il était contre-productif pour l'industrie. Il y a déjà quelques années, quoi. Voilà, et on a vraiment amélioré les pratiques. On a mis en place justement des consentements et des opt-in systématiques au rappel. On a développé aussi des flux digitaux de bout en bout, permettant au consommateur d'avoir l'information dont il a besoin pour prendre une décision, de pouvoir le faire sans avoir ce contact téléphonique, mais on sait qu'aujourd'hui, la distribution des assurances est encore à 50% par téléphone. Donc il y a un besoin du consommateur d'avoir cet accompagnement, ce conseil, et aujourd'hui on est dans un contexte où les gens refusent et sont, parce qu'ils sont harcelés, mais à la fois ils ont toujours ce besoin. Il y a une nécessité quand même de conseils au téléphone. Voilà, donc c'est trouver le bon équilibre. Voilà. Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que dans nos remontées clients, on avait dans le top 3, on avait le harcèlement téléphonique, la plainte que suite à une utilisation, une comparaison, il y avait trop de pression téléphonique. Et les actions qu'on a mises en place fait que ça a disparu. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces remontées-là, il n'y a plus ce niveau de plainte sur les harcèlements, sur la pression téléphonique. Et du coup, les actions qu'on a mises en place, je pense, ont contribué à faire que l'assurance est quand même beaucoup moins visée, je pense, dans la loi que d'autres industries, quoi. Mais néanmoins, contrainte à l'appliquer. Exactement. Le GCAP, d'ailleurs, avait fait des travaux suite à la loi de 2021. Hein, oui. Et puis on continue. Qui a irrigué un peu la profession. Exactement, on continue. On est en train de travailler aussi sur une charte pour harmoniser les pratiques des membres du GCAP, qui sont les principaux comparateurs. Malheureusement, il y en a qui sont un petit peu en dehors et qui peuvent avoir des attitudes qui ne sont pas encore tout à fait conformes à ce qu'on souhaiterait, à ce que, je pense, dont l'industrie pourrait bénéficier. Ouais. Isabelle, vous voulez réagir à ce Oui, c'est vrai que Cédric. C'est tout à fait... c'est une chose à préciser. Le secteur, et notamment le GCAP, et beaucoup d'organisations professionnelles qui sont intéressées par cette industrie, ont tout à fait pris acte et ont tout à fait adressé cette question de la satisfaction client. Je pense que n'importe quel professionnel ne peut pas se satisfaire de voir ses clients signaler à Signal Conso des pratiques trompeuses, remonter des harcèlements téléphoniques. Donc effectivement, il y a eu une grande amélioration du recueil des consentements avec une lisibilité et un caractère express et libre beaucoup plus affirmé, que ce soit dans le sourcing et que ce soit même ensuite dans le rappel. Les distributeurs eux-mêmes font beaucoup plus d'efforts pour se présenter, pour avoir une lisibilité sur les chaînes. Les preuves de consentement aujourd'hui se sont bien améliorées. Il y a vraiment des processus de traçabilité très importantes. Et puis, il y a surtout une gestion des indicateurs de suivi. N'oublions pas ce dispositif de gouvernance qui est très important. La gouvernance des produits, la gouvernance de la distribution, on a fait plusieurs émissions là-dessus, nécessite aujourd'hui la mise en place d'indicateurs de suivi, et ces indicateurs de suivi permettent aux courtiers distributeurs de pouvoir avoir des données précises sur justement l'efficacité de leur dispositif. Et on doit le dire, il y a une forte amélioration, même si, comme le dit Cédric, il y a toujours des mauvais coucheurs, il y a toujours des acteurs qui restent en marge et qui parfois malheureusement génèrent des comportements de nivellement par le bas. Mais dans la grande majorité des cas, l'ensemble des acteurs est parfaitement conscient de la nécessité de suivre très attentivement ce canal de distribution. Alors on va rentrer dans le détail de cette loi adoptée par le Parlement le 6 mars 2025, je le rappelle, à effet en août 2026. Et ses impacts surtout. Voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui que ça peut avoir effectivement en termes de commercialisation de produits d'assurance. Est-ce qu'on peut dire que le démarchage téléphonique est interdit du coup ? Disons qu'on sera bien obligé de le constater. Alors, ce qu'il faut dire déjà, que les gens soient bien au courant, c'est que c'est encore provisoire. Voilà. Cette loi, en fait, nous avons, vous le savez, un Parlement qui est un petit peu chaotique en ce moment. Et donc, historiquement, nous avons deux propositions de loi qui sont en fait en cours. D'accord. Alors, portées par les mêmes personnes. Celle de l'Assemblée nationale était portée par Thomas Cazenave, qui était effectivement un parlementaire. Et en fait, le combat de ce monsieur était principalement la fraude aux aides publiques.
finalement le sujet que remontent les associations de consommateurs au regard des aides publiques. Alors ça peut être la formation professionnelle, ça peut être la rénovation des logements, ça peut être les dispositifs fiscaux divers et variés auxquels tout un chacun, citoyen français, pouvait avoir droit. Et ce projet de loi, effectivement, a suivi son cours, mais en parallèle, le Sénat, sous l'auspice de M. Verzelen et Mme Richard, ont mené un groupe de travail extrêmement important sur le démarchage téléphonique, pour le coup sur le sujet. Et cette PPL du Sénat, elle a coexisté en fait, elle est toujours d'ailleurs dans les tuyaux, et il se trouve que le circuit législatif a fait que la première est arrivée, je dirais, plus vite que l'autre, et le sénateur Verzelen est arrivé au Parlement pour finalement proposer par voie d'amendement la législation concernant vraiment ce dispositif-là du démarchage téléphonique. Alors, évidemment, comme c'est jamais simple, c'est jamais tout à fait écrit pareil, c'est-à-dire que le texte n'est pas tout à fait le même, et comme c'est passé par une commission mixte paritaire, c'est toujours finalement le fruit d'un consensus, et on aboutit donc sur un texte voté, mais le groupe parlementaire LFI a fait un recours devant le Conseil constitutionnel qui ne porte pas sur ce texte, sur ces amendements en revanche, mais qui porte par contre sur la totalité de la loi. Et quand on lit ce recours, il est très costaud, il est très documenté, et donc on ne peut pas dire à 200% que cette législation sera validée par le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, elle est inscrite. Le recours est toujours en cours, c'est inscrit au greffe du Conseil constitutionnel. D'accord. Donc, on sait que, de toute façon, donc c'est peut-être pour ça que l'autre loi reste sous le coude. Voilà. Donc on est obligé quand même de rester prudent. D'accord, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On se doute tout de même que, je veux dire, la messe est dite. Voilà. Alors ça, c'est le premier sujet. Voilà. Alors ensuite, effectivement, cette législation, elle ne dit pas qu'elle interdit le démarchage téléphonique, mais elle renverse la proposition. Elle dit qu'il ne pourra être effectué que lorsque le consommateur en aura fait la demande expresse, libre et spécifique. D'accord. Donc, si vous voulez, on passe du consentement, si vous voulez, présumé, au consentement express. Ce qu'on appelle en anglais, on a bien les mots opt-in, opt-out. Mais bon, j'aime pas les mots anglais parce que ça veut dire qu'on n'a pas qu'expliquer. Ça veut dire qu'on ne pourra démarcher quelqu'un que lorsqu'il aura préalablement fait la démarche de dire « je suis d'accord pour être démarché ». Ça veut dire quoi ? On ne peut plus téléphoner à quelqu'un pour prendre un rendez-vous avec lui. On ne peut plus lui dire, voilà monsieur, je suis Isabelle Lafin, j'ai des produits d'assurance à vous vendre ou des produits quels qu'ils soient, si en réalité je n'ai pas communication par un organisme du numéro de téléphone de la personne qui a dit, voilà, je suis tout à fait d'avis que ce qu'on me démarre. Alors c'est vrai que quand on dit ça, on peut se dire que c'est un petit peu mort en fait, c'est-à-dire que la technique du démarchage téléphonique, elle va probablement disparaître. Ça c'est le premier grand point, et c'est ce qui nous différencie, Jean-Luc, de la loi actuelle du Code des assurances, dont on ne comprend pas et dont il n'est pas dit dans ces textes comment elle va s'articuler. Le Code des assurances, lui, en 2022, a dit c'est possible, mais c'est un circuit particulier, c'est de la vente en 2 temps, avec 9 règles qui ont été rappelées, qu'on a déjà rappelées. Donc là, on est déjà dans un truc où on ne sait pas trop où on va. On attend les décrets d'application. Mais on a un code de la consommation dont il n'est pas dit juridiquement qu'il est supérieur au code des assurances, qui nous dit ça ne va plus être possible sans cette démarche explicite et spécifique. Le texte insiste bien, ce sera donc un processus dont on attend les développements, mais probablement un peu inspiré du RGPD, puisque dans la loi sénatoriale, elle était précisée, cette référence au RGPD, et cette notion de spécificité nous rappelle les finalités de traitement qu'on voit dans le RGPD. Donc on sait qu'on a certainement une barre mise très haute dans la capacité à pouvoir démarcher téléphoniquement une personne. Ce ne sera pas quelque chose d'imprécis, ce sera vraiment probablement un bloc-tel à l'envers. C'est un peu ce que je pense. C'est-à-dire qu'au lieu de s'inscrire pour ne pas être démarché, on s'inscrira pour être démarché. Ça risquera de marcher, il y aura moins de numéros de téléphone. Donc il y aurait des exceptions ou pas ? Alors, il y a toujours l'exception. Alors, cette exception n'est pas aussi clairement indiquée qu'elle l'est dans le Code des assurances. On appelle ça l'exception client. Donc, on pourra en revanche continuer à appeler son client. Alors, toujours la même question qu'on se pose depuis des années. Quand je suis banquier et que j'ai un client qui a un compte bancaire, est-ce que je peux l'appeler pour lui proposer de l'assurance ou un voyage ? Il se pose la question, non ? Théoriquement, c'est non. Mais dans la vraie vie... Pas trop. Dans la vraie vie, voilà. Je suis fournisseur d'énergie. J'appelle mon client. Et puis, finalement, parce qu'il est fournisseur pour lui vendre... pour moi, non. C'est-à-dire que... Si on applique non, parce que quand je vends de
l'assurance, j'ai une casquette de courtier, d'agent général ou éventuellement de mandataire. J'ai pas une casquette d'énergéticien, j'ai pas une casquette de banquier, ou j'ai pas une casquette d'agent de voyage, ou j'ai pas une casquette. En réalité, le secteur affinitaire est un secteur qui doit quand même aussi s'approprier ce sujet. Il est très exposé à des risques, en cas d'interprétation large du sujet, de se dire, oui, moi c'est mon client, donc je peux l'appeler. Je pense que la notion de client, c'est le client dans le même environnement. Mais c'est vrai que le texte là-dessus ne le dit pas. Et on a évidemment toujours, vous le savez, des interprétations favorables qui laissent aux acteurs toute latitude, donc il faudra que les autorités se prononcent et peut-être que les décrets le précisent. En tout cas, actuellement, dans le Code des assurances, selon les interprétations données par les autorités qui contrôlent, c'est non. C'est non. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, effectivement, c'est le renforcement des sanctions. D'accord. Donc là, ça monte en fait que là, on est dans l'abus de faiblesse. Donc là, on passe au délit. D'accord. Là, on passe sur des sanctions pénales qui relèvent du délit. On rigole plus. Ce ne sont plus les contraventions de 5e classe qu'on a connues dans le passé. Il y a véritablement une volonté du législateur là de taper très fort. Les sanctions sont très graves et elles seront plutôt mécanique. Pourquoi ? Parce que nous savons aussi aujourd'hui, Jean-Luc, que ce sont les DDPP qui sont en charge de ces contrôles. Nous avons très régulièrement des saisies sur ce type de sujet et on voit bien que ce sont les DDPP qui contrôlent cela. Et les DDPP, elles ont le couteau beaucoup plus facile, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus mécanique. Donc la transmission au parquet, elle est systématique. Donc il faudra quand même aussi bien veiller à ce sujet. Donc là, des sanctions renforcées. Des sanctions renforcées. Et puis, il est prévu effectivement des délais de carence et il est prévu également un encadrement des horaires, comme c'est déjà le cas pour la vente de produits d'assurance, mais le sujet sera traité dans le cadre des décrets. Nous n'avons pas les décrets dans cette législation. L'entrée en vigueur étant en août 2026, on attend d'abord l'issue du recours, voir si cette législation sera définitivement adoptée pour être promulguée, pour qu'ensuite les décrets d'application soient votés. Mais voyez, une incertitude quand même sur ce qui va se passer pour le secteur de l'assurance et de la banque et de la finance. En tout cas, il va se passer quelque chose. C'est ce que j'entends de votre point de vue, Isabelle. Cédric Ménager, comment vous réagissez, comment les comparateurs en ligne, en général, puisque vous êtes président du GCAB, et peut-être votre entreprise, lesfurets.com, comment vous réagissez à cette quel peut être l'impact sur votre société ? Oui, alors, on va dire il y a un côté où on trouve qu'il y a du positif, et puis il y a aussi un petit peu de danger par rapport, pas seulement pour les comparateurs, mais pour, je pense, les acteurs, assureurs, mutuelles. Quels que soient les acteurs. Le positif, c'est, je pense, le consentement systématique. Nous, on l'applique déjà. Vous le pratiquez depuis quelques années déjà ? On le pratique déjà depuis, quelques années. On le renforce, et là, spécifiquement pour les furets, on fait un consentement systématique unique, c'est-à-dire que c'est un consentement pour un rappel avec un opérateur partenaire et pas un seul partenaire. Et ça, je pense que c'est la voie du futur. Et nous, on l'a déjà mis en place chez les furets. C'est vraiment la direction que prennent les comparateurs en général. Mais je pense que c'est la direction. Mais donc, du coup, on n'est pas impacté par cette dimension consentement systématique puisqu'elle est déjà là. Et au contraire, c'est plutôt positif parce que ça va, je pense, forcer les courtiers et les assureurs à être beaucoup plus rigoureux, à demander à d'autres acteurs qui fournissent des leads d'avoir ce consentement systématique. Et donc, pour nous, quelque part, ça nous renforce puisqu'on est déjà dans ce domaine-là et qu'on a déjà les garanties à apporter et les preuves à apporter par rapport à ces consentements. Donc ça, c'est le côté très, très positif et sur lequel on est favorable et satisfait de la loi. Là où on est un petit peu moins satisfait, c'est que ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'en effet, il y a des pratiques d'appel de l'étranger, d'appel de... qui ne sont pas concernés ? Qui sont plus difficiles à aller chercher. D'accord. C'est des territorialités des lois, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent, en fait. Voilà. Et du coup, là, les solutions pour ça serait d'inclure de la participation des opérateurs téléphoniques qui ont des capacités... Qui pourraient bloquer potentiellement... En tout cas, la capacité, sans doute, à identifier, à bloquer, à filtrer. D'accord. Or, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout concernés par la loi, et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait peut-être rajouter quand on constatera peut-être que le problème n'est pas résolu avec cette première-là. Donc ça, c'est un premier élément qui manque un petit peu à nos yeux. Et puis le deuxième élément sur lequel on est très vigilant, c'est ce dont parlait Isabelle, sur le décret d'application, sur le cadrage des possibilités de rappel. Parce que si quelqu'un a fait un consentement absolument express et déterminé et qu'on autorise, par exemple, qu'à avoir que 2 rappels, alors qu'on sait très bien qu'on peut être en réunion, on peut avoir une activité qui fasse qu'on ne soit pas disponible, on va encore une fois
quasiment couper un canal de communication et de distribution qui est demandé par le consommateur. Encore une fois, c'est 50%. C'est un lien d'une certaine façon aussi, voilà. Le canal téléphonique. Donc là, on prend un risque majeur d'avoir des personnes qui n'auront pas accès à du conseil. Et le conseil dans l'assurance est très important, le devoir de conseil d'ailleurs. Et on ne peut pas le réaliser si on n'a pas cette communication téléphonique pour pas mal de populations qui sont cibles. Donc là, pour nous, c'est un vrai danger qui concerne toute la profession. Et donc, c'est ce détail du décret qui, pour nous, va être très, très regardé et sur lequel on va essayer d'avoir une discussion pour pouvoir le placer au bon niveau. Parce qu'il ne faut pas, en effet, qu'on dise on peut appeler n'importe quand, un chiffre, un nombre de fois illimité, etc. Par jour, Mais par contre, si on ne peut pas appeler plus de 2 fois, là, ça va être compliqué. On ne peut pas rendre le service, en fait. Donc, cette loi, elle a été effectivement au Parlement en mars 2025, mais pour l'instant, il n'y a pas de décret d'application, il n'y a rien. Et pour l'instant, le problème, c'est donc la prise de rendez-vous par téléphone, c'est-à-dire les gens qui appellent pour essayer de capter effectivement un contact. Ça, effectivement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut plus que ça se produise. Et c'est pourtant des pratiques dans le secteur financier, pour le coup, qui sont quand même assez importantes, assez régulières, et dans des secteurs, évidemment, d'autres. Et puis ce qu'on appelle la vente sur rebond, parce qu'effectivement, c'est aussi un moyen détourné d'enquiquiner les gens au téléphone, parce qu'effectivement, la vente sur rebond, vous appelez pour quelque chose, vous n'avez pas appelé pour autre chose, et donc il faut qu'il y ait une égalité de traitement. Et donc je vois aussi, moi, dans ce texte, un biais anticoncurrentiel, il faudra y faire attention. Alors la concurrence, c'est quand même par exemple de ce que si on ne dit pas les choses clairement, il y a des biais sur des professionnels multicartes. C'est-à-dire qu'on est effectivement la possibilité de dire mais non, mais c'est mon client parce que je lui vends ce produit ou je lui vends par exemple du crédit et puis je lui fais de l'assurance, je lui vends un support d'investissement et je lui fais de l'assurance emprunteur à côté ou une crédit. Vous voyez, donc ça c'est très important que le législateur se saisisse de ces sujets pour que la règle soit claire, mais surtout équitable. C'est-à-dire qu'elle soit la même pour tout le monde. Alors, je rebondis également sur un autre sujet, ce que dit Cédric, extrêmement important. Aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance et des produits, d'une manière générale financiers, les contacts téléphoniques que nous contrôlons sont bien plus consensuels qu'autrefois. Les appels téléphoniques durent 45, 50 minutes. Je vous rappelle la première émission, Jean-Luc, où les consommateurs nous parlaient de conversations de 4 ou 5 minutes. Donc, on est vraiment dans un environnement où le canal téléphonique est un canal qui fonctionne, où une population âgée, isolée, rurale, n'a pas d'autre moyen pour obtenir une information, du conseil, pour faire de la prévention, pour avoir de l'information, du lien social. Et donc, il ne faudrait pas finalement se tromper, on le sait, dans l'ingénierie des normes. C'est quoi la règle ? C'est avant de faire la norme, il faut savoir dans quel esprit et dans quel but on l'a fait. Là, si c'est pour lutter contre le harcèlement téléphonique, c'est pas la solution. Donc il faudra un consentement du consentement client du consommateur spécifique. C'est une donnée sensible, ce consentement. Bien sûr. Alors donc là, on sera dans le contexte du RGPD. D'accord. Donc on va devoir lui indiquer qu'il s'agit d'une donnée sensible et on va lui indiquer que la finalité de ce traitement que l'on va faire, c'est pour que tel professionnel, et comme le dit Cédric, aujourd'hui, la pratique de la majorité des acteurs s'oriente vers l'unicité du distributeur désigné. Ce qui n'était pas non plus une chose officielle, enfin en tout cas actée. Ça n'a pas été acté par les autorités de façon claire, mais ce sont les positions des DDPP aujourd'hui quasiment intégralement. Donc ça, c'est bien, parce qu'on peut donner son numéro de téléphone sur Internet, ce qui est une démarche libre, totalement consentante, mais si on donne son numéro de téléphone, on doit savoir exactement à quoi elle sert. Et c'est ça le sujet. Et ça, effectivement, si c'est encadré, on ne peut pas s'y opposer. Donc les sociétés qui fournissent des numéros de téléphone... Je pense qu'il va falloir qu'elles changent d'activité. Qu'elles changent d'activité, qu'elles soient dans la reconversion. Donc sur l'assurance, on est bien d'accord qu'il s'agit de la prise de rendez-vous de la vente sur rebond, le sujet. Oui, les sujets sensibles, si cette législation passe, ce sera ça. La vente sur rebond, aujourd'hui, elle continue parce qu'elle est encadrée, parce qu'elle est... on arrive à mettre en place ce qu'on appelle un peu des pansements, c'est-à-dire que des indicateurs de suivi, on accompagne, ce qui de toute façon, finalement, se traduit souvent aussi parfois par de la vente en 2 temps ou un déport de la contractualisation, mais en soi, elle existe. Si demain, on dit qu'il n'est plus possible de proposer un produit, quel qu'il soit, ou un service quel qu'il soit, sans que le client ait préalablement donné son accord pour que ce lui soit présenté, on ne peut pas donc rebondir dans le cadre effectivement d'un appel téléphonique alors que le consommateur n'a pas demandé à être contacté pour qu'on lui présente ce produit. Et là, il faut que les règles soient claires. Si c'est la règle pour le courtier d'assurance qui ne fait que de l'assurance, ça doit être la règle pour le banquier, ça doit être la règle pour tous les acteurs, le grand distributeur, ça doit être la règle pour tout le monde.
Comment on a la preuve de ce consentement? Comment ça se matérialise concrètement, Cédric? Alors nous, c'est ce qu'on appelle des logs informatiques, c'est-à-dire que c'est des fichiers sur lesquels on va avoir, à côté de chaque profil client, le consentement ou non qui est lié à une mise en relation avec un partenaire dédié. Donc si on a un contrôle, nous on va pouvoir ressortir ce fichier-là, le transmettre au contrôleur pour qu'il puisse vérifier que, en effet, la correspondance avec les constats qu'il a pu faire avec d'autres opérateurs, des assureurs, etc. Donc on a, pour le coup, pour nous c'est assez facile. Pour les assureurs ou les courtiers, eux, c'est peut-être plus compliqué, non? Vous avez des retours là-dessus? Plusieurs sources. Oui. Donc il faut qu'ils demandent à nous, mais à toutes leurs sources de contact, d'avoir la preuve de ce consentement. Donc là, ça devient plus problématique. Et je pense que Isabelle, vous avez une vision sur ces preuves nous, évidemment, on voit toujours les trains qui déraillent. Vous voyez, ou ceux qui ne sont pas à l'heure. Alors, les trains qui déraillent ou ceux qui ne sont pas à l'heure, c'est vrai que c'est une problématique que nous partageons avec les DDPP. Alors, les progrès sont considérables par rapport à l'entrée en vigueur de la loi en 2021, en lien d'ailleurs, très souvent avec les comparateurs, avec les sourceurs, avec tous les professionnels. Il y a 2 sujets qui ont été traités. D'abord, les conventions. On a fait un gros travail de contractualisation de ces sujets. Ça veut dire que quand on a un partenaire qui fournit des contacts, ce sujet est traité. Et on fait attention à dire à son partenaire, voilà, on se met d'accord sur qui fait quoi, comment on le fait et comment on contracte. Ça, c'est déjà un travail important parce qu'on en parle. Et la deuxième chose, c'est que techniquement, effectivement, au départ, les sujets n'étaient pas simples pour les comparateurs, pour les sourceurs, pour tous les... Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour permettre effectivement un archivage, parce que l'idée c'était recueillir le consentement, archiver et transmettre aux autorités, puisque c'était le décret. Et je dois dire que les choses s'améliorent. On a encore des sujets, et c'est vrai que celui qui est multistatutaire, c'est-à-dire que lui qui est fournisseur, il doit avoir sur chaque canal, sur chaque ligne de produit, quelque part son processus qui soit organisé, et chaque évidemment fournisseur n'a pas le même technique. Et puis parfois, on a des courtiers qui sont eux-mêmes sourceurs, c'est-à-dire qui la donnée arrive sur leur site, qui génèrent eux-mêmes leur propre sourcing. Et donc, oui, c'est un sujet, et ce sujet est répété, mais nous, pour le coup, dans l'assurance, c'est pas nouveau. L'enregistrement des consentements, l'enregistrement des conversations et la possibilité de les avoir pendant 2 ans à des fins de contrôle, ça, c'est en vigueur dans notre secteur également. C'est pas une nouveauté qui va changer la face des choses, mais on a évidemment des sujets de traçabilité et de stockage. Nos clients ont beaucoup de sujets de stockage de données parce que ça prend beaucoup de place. Ça peut être de l'audio, non, aussi, du consentement, l'enregistrement audio? On a effectivement maintenant aussi des pratiques de plus en plus fréquentes de visio-call. De visio-call. Et donc, parce que voilà, on essaye, le secteur financier, franchement, est très en avance sur ce sujet. Essaye effectivement de travailler sur la lisibilité, sur l'adhésion, sur l'absence de réclamation. Et nous avons de plus en plus d'acteurs dans le secteur de la vie, dans le secteur de la santé et de la prévoyance, qui génèrent aujourd'hui des contacts visio avec la clientèle, personnes âgées, personnes qui veulent plus de renseignements. Parce qu'évidemment, on le sait, quand il y a un mélange d'essence, qu'on n'a pas que l'audition, mais la vue, la parole, la compréhension et le lien de confiance se fait davantage. Donc, on disait tout à l'heure, vous disiez que finalement, il y avait peu de réclamations, que le niveau de réclamation sur le secteur de l'assurance. Voilà, sur le secteur de l'assurance, les réclamations ont vraiment baissé. Alors, qu'est-ce qu'on doit craindre de l'application potentielle en août 2026 de cette loi? Cédric, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais en synthèse. Un petit peu évoqué, je pense que c'est le fait qu'il y a une limitation à pouvoir fournir le service. Je pense que c'est vraiment là la crainte de tous les opérateurs, c'est de couper ce lien possible téléphonique, qui encore une fois représente 50% de l'activité et des souscriptions qui sont faites dans le monde de l'assurance. Donc voilà, ça sera un peu problématique pour les opérateurs, mais encore plus pour les consommateurs, parce qu'on est encore en effet sur un sujet qui reste complexe pour beaucoup de Français. La décision à prendre sur une assurance, le type de couverture, le montant des remboursements, typiquement en santé. Sur les garanties, sur l'explication, ça demande quand même... Si on demande à quelqu'un ce type âgé ou pas âgé d'ailleurs. Oui, dans les jeunes c'est pareil. Sur la santé, savoir combien je vais être remboursé d'un spécialiste, rien qu'à la première lecture d'une offre d'assurance santé, c'est pas facile de se décider. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est nécessaire, et le canal
canal vocal est encore important, et notamment sur certaines populations. Majoritaire même. Je pense que le canal pur digital, dans ce secteur de l'assurance, de la banque ou de la finance... Le 100% digital, le 100% digital reste encore minoritaire. Oui, minoritaire. Il y a du mélange, et peut-être aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, à mon sens, d'ailleurs, il ne faut pas craindre, en fait. Voilà, la loi... elle suit son cours et... Ce qu'il faut craindre, il y a quand même une chose à craindre, c'est que la loi, je pense, adresse une problématique réelle, mais pas avec les bons outils. Donc, il est possible que la crainte soit une déception. L'intention est souvent intéressante. Malheureusement, les intentions sont toujours bonnes, mais le vecteur législatif, à mon sens, n'a pas été le bon. Mais ça, c'est la loi qui le dira. Néanmoins, je pense que les acteurs, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, doivent se saisir de ce sujet parce que c'est un nouveau sujet, le harcèlement téléphonique. Ce n'est pas le sujet d'avant, c'est un autre sujet. Et je pense effectivement que le développement du canal digital doit permettre une association de la ligne téléphonique à cela. Et donc, les comparateurs semblent d'ailleurs finalement assez en avance sur ce sujet. C'est-à-dire que quand je vais sur Internet pour dire, voilà, je voudrais avoir de l'information sur telle ou telle chose, et que je donne mon numéro de téléphone, personne ne me force à le faire. Donc, si effectivement tout est fait pour que cette transmission soit effectivement spécifique, libre, tout à fait claire et transparente avec le client, il n'y a aucune raison pour que derrière, quand je suis appelé, je sois étonné. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe chez beaucoup de nos clients. On nous coûte des bandes, et la plupart du temps au début, c'est bonjour, je suis un tel courtier. Ah oui, bien sûr, les gens ne sont pas du tout étonnés en réalité, parce que c'est effectivement dans un processus parfaitement transparent que la mise en contact s'est faite. Donc, ce qu'il faut effectivement craindre, c'est l'inefficacité, mais si les professionnels dans notre secteur financier se saisissent, eh bien, il va falloir qu'ils inventent des nouvelles manières. Et puis, il y a toujours ce fameux dispositif de suivi, des indicateurs de suivi, c'est-à-dire bien mettre en place ces indicateurs de pilotage de la stratégie de distribution. Il n'y a pas que les produits, on l'a vu plusieurs fois ici. Pour les distributeurs. C'est les distributeurs, la gouvernance de la distribution, c'est très important. Et ça, il y a encore des progrès à faire, Isabelle ? Oui, là, l'autorité vient encore de s'en éclairer par une publication très récente. Oui, on a encore beaucoup de travail à faire pour construire des dispositifs de surveillance de la distribution à la maille produit. C'est donc à la maille produit, c'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est aussi une solution pour suivre l'évolution d'un canal de distribution. Si je mets sur le marché un produit d'assurance et qu'il est vendu par téléphone, je dois mettre en place des indicateurs de suivi pour m'assurer que les distributeurs à qui je confie cette distribution respectent les règles et n'abusent pas de la gentillesse des clients. Donc on a fait quand même un tour d'horizon assez profond. On a fait l'historique un petit peu de la réglementation, des constats, des craintes aussi. Donc je comprends que cette nouvelle législation, celle du 6 mars 2025, applicable potentiellement en août 2026, n'aura pas trop d'impact, en fait, globalement, pas tant que ça. Sur les pratiques de démarchage téléphonique dans le secteur de l'assurance, compte tenu des contraintes déjà posées par la loi du 8 avril 2021. Néanmoins, il y a quand même un carcan qui va être là, qui sera là, probablement. Qu'est-ce qu'on peut... On ne va pas se mettre à la place du législateur, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, peut-être Cédric, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois pistes ? Alors, je pense qu'il y a ce que peut faire le législateur, est-ce que nous, on peut faire aussi qui n'est pas concerné par la loi. Ouais. Alors, pour le législateur, je pense que j'ai déjà un petit peu évoqué sur l'aspect télécom. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qui manque et qu'il va falloir rajouter. Qui était présent dans le groupe de travail du Sénat. Les opérateurs téléphoniques avaient beaucoup participé. C'est dommage que, du coup, ce lien-là... Parce que c'était une loi dédiée au démarchage téléphonique, donc il était logique d'y convier les opérateurs. Ils ont disparu du paysage. Et là, dans la loi, a priori, en tout cas dans les travaux parlementaires, j'ai pas vu qu'il y ait des... Parce que c'est ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire qu'on vient se greffer, en fait. Alors c'est utile parce que ça va vite, mais ce n'est pas pertinent. Pas toujours, C'est pas toujours très efficace. Donc vous maintenez votre regret que les opérateurs téléphoniques... Et je pense que ça va arriver parce que je pense que le démarchage va continuer hors assurance. Et par contre, nous, de notre côté, Isabelle l'a évoqué, c'est on va essayer de développer encore plus le digital. Nous, c'est notre ADN. C'est encore minoritaire, mais on est de plus en plus capable d'apporter du conseil dans le parcours digital en permettant d'avoir la possibilité de sélectionner ces offres, de les personnaliser, de rajouter
justement de la communication aussi vraiment volontaire, c'est-à-dire du chat, éventuellement de la vidéo, mais sollicité par le consommateur. Donc ça, c'est vraiment la possibilité d'apporter encore une fois ce conseil, mais sous un format un peu différent. Et puis d'avoir vraiment un parcours qui est de bout en bout totalement digital jusqu'au paiement pour que la relation soit la plus simple possible. On fait des tests aujourd'hui sur ces parcours totalement digitaux où soit on retire le numéro de téléphone, soit on le rend optionnel. Donc on va dans une direction où on sera capable, dans certains cas, de se passer même de la collecte du numéro de téléphone. C'est possible sur tous les risques, ça ? On le recommande pas parce que en fait, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce conseil, mais dans certains cas et sur certaines populations, voilà, c'est vrai que les jeunes sont peut-être plus à même d'être amenés à utiliser ces parcours totalement digitaux et à ne pas vouloir avoir ce rapport téléphonique. Mais voilà, ça c'est pas pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on le fait sur des tests assez on va dire, précis en termes de segments visés. Voilà. Mais c'est une des voies à développer pour permettre d'avoir cet échange, d'avoir ce conseil sans avoir à avoir ce consentement préalable sur le rappel téléphonique. Voilà. Isabelle, que fallait-il moi, faire je me selon dis, vous on a été un peu pilote dans le secteur de l'assurance, hein, ouais. et donc élargissons, essayez peut-être de trouver des enseignements de cette avance qu'a pris le secteur financier, enfin le secteur de l'assurance en l'occurrence, parce que là c'est pas le secteur financier, c'est vraiment le code des assurances. Hein. Ouais. Et donc nourrissons-nous des retours d'expérience qui sont concrets, qui ont été menés par différentes études. Hein. Encore une fois, je rappelle, le CCSF fait des études et les groupes de travail sont quand même assez larges. Donc je pense qu'on pourrait déjà s'inspirer des travaux pour montrer que des résultats sont possibles. Alors je parle également je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Les opérateurs téléphoniques sont, à mon avis, des acteurs majeurs de la solution. Nous avons actuellement les fraudes au ROI. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, mais l'usurpation des numéros de téléphone et des identités téléphoniques. Les identités téléphoniques, c'est on vous duplique votre carte SIM et on vous fait acheter des choses parce que sur leur téléphone, aujourd'hui, les gens, ils ont leur compte bancaire, ils ont leur carte bancaire. De la même manière, on peut prendre votre numéro de téléphone, vous faire acheter des tas de choses. Sans le concours des opérateurs téléphoniques, on ne peut pas y arriver. Vous pouvez demander aujourd'hui un ROI, on ne vous demandera rien, on vous le transmet. Donc, il faut absolument que les opérateurs téléphoniques nous participent à ces travaux parce qu'ils ont probablement les clés. Hein. Donc ça, je suis complètement d'accord avec Cédric et on le voit bien dans tous les secteurs que nous traitons sur la place que aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques sont des clés. Les smartphones, c'est pratiquement l'assistant de n'importe quel être humain aujourd'hui, de tout être humain. Ouais. Donc c'est aussi... Donc vraiment les opérateurs téléphoniques qui soient plus impliqués dans ce dispositif. Dans ce travail éventuellement de mise en œuvre de cette législation qui pourrait se contenter de ce qu'elle a écrit. En soi, je pense que le texte n'est pas contestable, mais comme le dit Cédric, si les décrets d'application ne mêlent pas un travail de place sur des solutions opérationnelles qui soient effectivement liées à cette lutte contre le harcèlement téléphonique, qui est vraiment le sujet et qui n'est pas autre chose, eh bien, effectivement, on n'y arrivera pas. Le troisième point, me semble-t-il, effectivement, c'est toujours de rappeler à nos auditeurs que le devoir de conseil, rien que le devoir de conseil. C'est-à-dire que le canal téléphonique, effectivement, c'est un canal de lien, mais c'est un canal dans lequel il faut privilégier la valeur client. Et donc, si on a un client qui, au téléphone, vous dit « je ne comprends pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir, je ne veux pas », eh bien, il y a aussi dans le texte, et c'est là où on ne sait pas trop parce qu'il est très dissocié par rapport à avant, la nécessité de raccrocher. Il faut que les distributeurs, dans leurs indicateurs de suivi, soient capables d'évaluer la pertinence du canal. C'est ce qu'on appelle la cohérence, c'est le marché cible. Il y a des marchés cibles qui ne sont pas adaptés au canal téléphonique, et donc c'est un travail de responsabilisation aussi sur le devoir de conseil. Je crois qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour de ce beau sujet. Donc, on a fait l'historique, un petit peu, le constat. Et puis, quelques suggestions des acteurs privés. Alors, je ne sais pas si on sera entendu. En tout cas, ça paraît cohérent que les opérateurs téléphoniques soient, par exemple, concernés sur ce sujet du démarchage téléphonique. Si aujourd'hui, les gens résilient leur portable comme ils ont résilié leur ligne fixe, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir. Les lignes fixes chez les Français sont résiliées à cause de ça. Donc, si les opérateurs téléphoniques voient que les gens ne répondent
répondent plus, ou résilient, ou suppriment, ou bloquent, pour eux, c'est du fluide en moins. C'est du flux en moins. Donc je pense que tout le monde a intérêt aujourd'hui à se mettre autour de la table et à dire que peut-on faire pour lutter contre ces abus qui sont effectivement insupportables. Ça, je crois que... Insupportable pour les Français. C'est insupportable au pour tout le quotidien. monde. Donc, si on devait faire une petite conclusion à cet échange, Isabelle, on a déjà dit pas mal de choses, mais quelques mots-clés, quelques mots-clés. Quelques enseignements la ligne est majeurs. brouillée, elle n'est pas coupée. Elle n'est pas coupée pour l'instant. Mais elle est brouillée. Elle est encore brouillée. Elle est encore on va brouillée. en savoir un peu plus. On a besoin de clarification. La Cour de cassation, c'est quand Alors, c'est le Conseil constitutionnel. Conseil alors, le suivi... alors, nous ne maîtrisons pas l'agenda. Il faudrait appeler M. Ferrand pour lui demander. Mais c'est pas inscrit pour l'instant. Mais je pense que, voilà, comme il y a déjà une mise en œuvre... Oui, ça va suivre son cours. Je pense qu'à l'automne, on aura une... Et il y a d'autres sujets. Sur la loi sur l'autorégulation, le recours avait été fait à peu près à la même date et on avait eu l'arrêt en octobre. Donc, je pense qu'effectivement, en septembre-octobre, on sera fixé et on verra si le Conseil, je dirais, donne un grand coup de balai ou au contraire dit, voilà, moi, je fais article par article. Et effectivement, là, pour le coup, les amendements sont très autonomes, Jean-Luc, et ne sont pas attaqués. Alors, sauf erreur de ma part, puisque tout évolue chaque jour, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul recours. Cédric Ménager, merci de votre présence. Merci. On a été ravis de vous avoir sur le plateau du Droit de Savoir. Isabelle, merci d'avoir préparé cette émission et d'apporter toutes vos contributions très qualitatives. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au terme de cette émission et à très bientôt pour un prochain Droit de Savoir.